Bonjour à tous, bonne arrivée sur Canal 3 Bénin. Il est 13h partout au Bénin. Voici l'essentiel en titre de l'information. Le premier grand rendez-vous de l'information de la mi-journée de cette semaine. Voici donc les titres. Désormais de l'eau potable à débit régulier et sans interruption pour la population d'Abomey, de Boycon et environ. De nouvelles installations pour renforcer la capacité de celles existantes et pour chasser définitivement le cauchemar de longues semaines au robinet sec. Imet Hélène Amoussou nous rendra compte de la cérémonie d'inauguration des dites installations. Et puis on l'avait vu venir depuis sa dernière apparition aux côtés du chef de l'État, comme sur cette image. Séfou Fagbohon, leader du MADEP, est depuis samedi dernier membre du bloc républicain. Et pour prouver sa bonne foi à sa nouvelle église politique, il a lancé un défi au prix de sa retraite politique. On verra de quoi cela retourne dans un instant. Sport. Et puis le gouvernement qui mise sur les jeunes pour la relève. À Cotonou et à Abomey-Calavi, des amoureux du sport ont été sélectionnés et sont en formation pour la concrétisation de l'initiative Jeunes officielle. C'est la relance du sport à la base qui est en ligne de mire, nous dira le directeur de l'Office béninoise des sports scolaires et universitaires. Bonne arrivée donc sur cette édition pour donc le rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin ce lundi 24 février 2020. C'est allé très vite, on va commencer par les informations internationales. C'est allé très vite au Togo. La présidentielle tenue hier a livré ses premiers chiffres. Selon la commission électorale indépendante CENI, le président sortant, Faure Gnassingbé, viendrait en tête avec un large score de plus de 72% des suffrages exprimés. Son principal challenger, Kodjoa Gbeyome, qui réclame lui aussi la victoire avec un taux de suffrage oscillant entre 57 et 61%, n'aurait obtenu en fait, selon la CENI, qu'un peu moins de 19% des votes. Faure Gnassingbé serait donc, quand on se fie aux données de la CENI, en passe de tenir son quatrième mandat de 5 ans dans l'histoire du Togo. Et justement, il faut le dire, c'était là l'aboutissement d'un long processus dans les deux semaines de campagne électorale. L'ambiance est restée, comme sur ces images, vous le constatez, est restée relativement normale. Et les populations togolaises sont sorties pour l'acte civique. On parle d'un taux de participation au-delà des 75%. Pour l'occasion, le candidat et président sortant avait en face de lui 7 challengers. Il y a eu 2 semaines de campagne électorale, comme je vous le disais précédemment, dans une ambiance sans heurts ni violence majeure. C'est Vianney Hassani qui nous a rapporté ces différentes images. C'est pratiquement tout le plateau qui y tient son motif de soulagement, l'extension et l'augmentation de la capacité de production d'eau potable de la société distributrice devenue concrète depuis ce week-end. Et MFM nous assure Imet Hélène Amoussou à ces fréquentes semaines de calvaire sans goutte d'eau dans les robinets. Et vous avez pu le voir très rapidement sur les images en titre pendant donc le début de ce journal. La grande joie des populations qui n'en pouvaient plus de tenir face à la soif devenue pratiquement insupportable. Voici le reportage. C'est un rêve qui se concrétise enfin. Les populations des villes d'Abomey, Boycon, Agbaï, Zunchidja, Zakota et Zobodomé vont avoir de l'eau de qualité et à profusion. La première phase du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable AEP a livré son verdict avec la mise en service officielle des infrastructures réalisées à cet effet. Aujourd'hui, on est à 36 000 m3 environ de production par rapport à tout ce qu'il y a comme ressources en eau. Aujourd'hui, les populations qui ont des robinets chez elles ont de l'eau abondamment. Maintenant, c'est les populations futures qui vont s'installer au fur et à mesure de long de lotissement qui vont maintenant être raccordés au réseau d'eau potable de la SONED. Preuve de la volonté et la détermination du gouvernement de réussir le défi de l'accès universel à l'eau potable pour tous au Bénin, le projet a consisté, entre autres, à la réhabilitation de la station de traitement d'eau de Canan, l'exécution et le raccordement de 8 nouveaux forages, les constructions de bâtiments pour abriter la station de traitement d'eau de Boycon et la station de pompage d'Abomey, ainsi que d'autres travaux connexes. L'occasion de
la mise en service des infrastructures a été saisie par le ministre en charge de l'eau pour annoncer le lancement des travaux de la seconde phase du projet. Elle concerne des travaux complémentaires d'extension du réseau d'adduction et de distribution d'eau potable. Vous savez ce que l'eau représente dans les ménages. Et en manquer pendant 72 heures, tout le monde sait ce que ça peut nous créer comme problème. Nous ne pouvons que dire merci au gouvernement du président Patrice Talon parce que l'eau, c'est source de vie. D'une pierre, nous avons fait deux coups. Mettre en marche la première phase qui a consisté donc à mobiliser la ressource pour donc ceux qui étaient déjà abonnés, eux, ils ont l'eau en permanence, en quantité, en qualité. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est leur phase qu'on vient de lancer. La deuxième phase qui va amener donc la totalité du réseau à 773 km pour l'ensemble de ces communes. Je voudrais, dans une seconde phase, inviter les hôtels de la place, qui pour la plupart s'alimentent en eau de forage, dont personne ne connaît la qualité, à définitivement cesser. Parce qu'il y a de l'eau maintenant à leur disposition, ils n'ont qu'à commencer, ils n'ont qu'à s'abonner, ils n'ont qu'à réouvrir leur compteur. Si c'était fermé, ils n'ont qu'à les réouvrir pour alimenter les passeurs qui passent dans les hôtels avec l'eau de bonne qualité. Et je voudrais également faire savoir que lorsque la SONEB amène de l'eau quelque part, ou l'agence de l'eau en milieu rural amène de l'eau quelque part, les forages ne sont plus admis. D'un coût global de 27,457 milliards de francs CFA, entièrement financé par la société Sogea Atome. Le projet AEP a permis d'augmenter la capacité de production de la Société nationale des eaux du Bénin de 419 m3 par heure. Elle est passée à 1650 m3 par heure et le linéaire de réseau de distribution d'eau est désormais de 525 km. De quoi soulager les peines des populations d'Abomey, de Boycon et ses environs en matière d'accès à l'eau potable. Voilà, ici l'eau fait le bonheur. Ailleurs, c'est la route. Et cet ailleurs-là, c'est entre Ouadon et Porto Novo en passant par Adjara. Une portion de route d'environ 20 km à réaliser pendant 3 ans avec 37 milliards de francs CFA pratiquement. Les travaux de sa construction ont été lancés vendredi par le ministre en charge des travaux publics et des infrastructures, Hervé Jérôme. Le reportage. Les populations d'Adjara massivement mobilisées pour ne pas se faire compter l'événement. Après 40 ans d'attente, la route principale qui traverse la commune, axe Ouadon, Adjara, Porto Novo et ses bretelles, leur sera construite. Cette cérémonie, qui a connu la présence d'une belle brochette d'autorités politico-administratives, consacre le lancement des travaux de bitumage de cette route dénommée Route nationale 36. Nous lançons donc les travaux d'aménagement et de bitumage de 18,53 km de route qui s'inscrivent dans le programme d'action du gouvernement. Si nous prenons l'état de la route aujourd'hui, c'est une route qui est complètement en terre que le gouvernement du président Patrice Talon veut aménager et bitumer. Ces routes seront aménagées en une fois 2 voies avec une chaussée bidirectionnelle revêtue de 7,20 m de largeur, composée de 2 voies de 3,60 m de large, de 2 accotements de largeur 2 m chacun, dédiés au trafic des 2 roues et aux ouvrages d'assainissement. Procédant au lancement officiel des travaux, le ministre des Travaux publics a rappelé que la construction de la route RN36 a été une promesse du président Patrice Talon. Le jeudi 29 novembre 2018, à notre passage à Adjara, pour la première visite et le démarrage des études de ces infrastructures, nombreux étaient les sceptiques quant à la réalisation des travaux dans un si bref délai. Mais avec le président Patrice Talon, ce qui est dit est dit. Et surtout, ce qui est dit est toujours fait. Oui, le régime de la rupture, les promesses ont un sens. Les présents travaux visent à doter la commune de Adjara et ses environs d'un réseau routier structurant avec un niveau de service satisfaisant et un système d'assainissement adéquat. En cette heureuse circonstance, il me plaît de dire aux populations des départements de l'Ouémé et du Plateau que les présentes infrastructures routières d'Adjara
viennent compléter celles déjà en cours de réalisation dans ces deux départements. Heureux de voir ce projet de construction de la route nationale 36 démarrer, les fils et filles d'Adjara n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État pour ce regard bienveillant à l'endroit de leur commune. Si tout cela a été possible, c'est grâce à la volonté, aux ambitions et au goût d'un homme qui dit qu'il va revenir le béné au monde et qui le fait pierre par pierre. Cet homme, c'est son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Ils ont vu, nous voyons, Patrice Talon ne fait pas de promesses de campagne. Quand Patrice Talon dit, il fait. 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 Confiée à l'entreprise Adeoti Sarl, cette infrastructure routière coûtera environ 36 milliards de francs CFA. Les travaux qui ont été lancés ce vendredi vont durer 36 mois. Voilà pour les détails. Si le bloc républicain ne fait pas le plein à la prochaine élection dans le plateau, je quitte la politique. Sékou Fagbohun est très sérieux avec ses nouveaux alliés politiques, les membres du bloc républicain qu'il a officiellement rejoint samedi dernier. On devrait dire sans surprise, le bruit avait en effet couru, a commencé depuis sa rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon, quelques jours plus tôt. Reportage. Après sa rencontre avec le président de la République, Sékou Fagbohun, leader du MADEP, parti fortement implanté dans le département du Plateau, retourne à la base pour informer ses militants et sympathisants de sa nouvelle ligne politique. Dans une maison des jeunes d'Adjawéré, Noir de Monde, Sékou Fagbohun explique qu'après 4 ans d'observation du régime de la rupture, il a été séduit par les actions du président Patrice Talon et a donc décidé de l'accompagner sous la bannière du parti Bloc républicain, le parti du cheval blanc-cabri. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, d'accord pour faire ça? Le plateau est d'accord pour faire ça? Pas comment adhérer avec sa population. Je suis observé pendant 4 ans. Je ne peux plus rester à l'image. Cette annonce de travailler officiellement aux côtés du régime de la rupture a été accueillie à cœur joie par les militants du MADEP. Notre formation politique a contribué à la brillante élection du président Patrice Talon en 2016. Nous n'avons jamais, à une quelconque occasion officielle, affirmé notre appartenance à l'opposition. Jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas totalement d'avis avec ceux qui affirment que nous avons rejoint la mouvance présidentielle. Je pense au contraire que nous avons réaffirmé notre appartenance à la mouvance présidentielle et de la plus belle des manières. Avec ce ralliement du MADEP, les responsables du parti Bloc républicain qui ont massivement effectué le déplacement d'Adjawéré sont convaincus d'avoir trouvé l'oiseau rare qui permettra désormais au parti du cheval blanc-cabré de régner sans partage dans le département du Plateau. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas étant debout. Le choix du président Fagbohun est la traduction même de ce proverbe Dogon du Mali. Le président Fagbohun et son fidèle compagnon Kousonda Adjibadé et autres personnalités des 21e et 22e circonscriptions électorales ont choisi la voie de la sagesse et de l'humilité. Et pour ce faire, ils ont choisi de monter sur le beau cheval blanc pour aller vers de nouvelles victoires politiques. En adhérant au bloc républicain, le président Sékou Fagbohun, avec ses compagnons du MADEP, viennent de faire le meilleur choix.
Et pour tous les membres du Bloc républicain, ce jour mémorable du samedi 22 février 2020 sera celui du renforcement du parti dans le plateau. Une date qui sera gravée dans nos mémoires. Le Bloc républicain a de la chance et n'apportera que du bonheur à Diawéré et au plateau. Résolument tourné vers l'avenir, Séfou Fagourou et son MADEP promettent d'ores et déjà une large victoire au Bloc républicain dans les 21e et 22e circonscriptions électorales lors des prochaines élections communales et locales. Au niveau de la 21e circonscription électorale, Ifaïn Sakete à Diawéré, vous allez remarquer qu'en 2007, les 3 sièges avaient été donc raflés par notre formation politique. Et ce serait la même chose le 17 mai 2020. Voilà, promesse politique et engagement politique. On va parler maintenant de l'organisation du processus électoral qui se modernise d'ailleurs. Il y a une application conçue par la Commission électorale nationale autonome pour faciliter la tâche aux partis politiques dans la composition des dossiers de candidature. C'est pour le prochain rendez-vous au Bénin. Son nom, Geste Élection. Les partis politiques sont allés en apprendre un peu plus sur son mode de fonctionnement pour mieux se l'approprier. C'était au cours d'une séance organisée samedi dernier par la Sénat. Wahab Alipara. Cette nouvelle rencontre des cadres techniques de la Sénat avec les responsables et représentants de partis politiques s'interprète comme une séance d'information et d'initiation à l'utilisation d'une application informatique destinée à faciliter l'établissement et la présentation de la liste des candidats aux élections communales du 17 mai. L'application en question est dénommée Geste Élection et présentée de manière technique aux hôtes de la Sénat. Cette application permet aux partis politiques engagés pour les communales d'enregistrer en quelques fractions de secondes, selon le nombre d'utilisateurs connectés dans le réseau, la liste des 3630 candidats, c'est-à-dire titulaires et suppléants. C'est une application web donc, qui fonctionne en réseau. Ils ont donc la possibilité de créer un réseau local et accélérer le processus de traitement des dossiers de candidature. Vous savez que la loi exige qu'il y ait dans chaque arrondissement que nous ayons un nombre de candidats titulaires et suppléants correspondant à ce que prévoit la loi. En tout, 1815 candidats titulaires et 1815 candidats suppléants, ce qui revient à 3630 candidats qui devraient figurer dans la déclaration de candidature à déposer à la Sénat. C'est un travail assez important, un travail à la limite titanesque et dont on ne peut arriver à bout qu'avec une application informatique. Donc c'est de ça qu'il s'est agi essentiellement ce matin. La démarche de la Sénat est saluée par la plupart des représentants de partis politiques présents à la séance. Chacun est allé à sa manière pour exprimer ses préoccupations et faire des suggestions. Tous sont optimistes, mais certains pensent qu'on peut davantage assouplir le processus de l'application. Globalement, ce qui a été dit, c'est faisable. Il suffit qu'on s'y mette un peu et qu'on amène effectivement les vrais connaisseurs qui sont les techniciens en informatique et autres. Donc je crois qu'on peut faire ça. C'est le souci vraiment de pouvoir évaluer les dossiers des partis politiques plus facilement avec des critères plus ou moins plus objectifs. L'inquiétude majeure, c'est qu'on puisse simplifier ce qui a été présenté là pour que ça soit digeste pour nos populations qui sont à l'intérieur du pays. Parce que si on doit centraliser tout ça là, au niveau de Cotonou, physiquement, ce n'est pas simple. Donc on demande au cadre de la Sénat de bien vouloir, avec nos techniciens, voir dans quelle mesure la procédure doit être simplifiée, vraiment très simplifiée pour que ça soit digeste. Geste Élection se veut une application web en ligne d'utilisation facile et sécurisée avec un code crypté. Ses caractéristiques et fonctionnalités ont été expliquées à l'assistance par la Sénat, dont les techniciens s'engagent à former les partis politiques à paramétrer par eux-mêmes l'application sans aucune possibilité à une tierce personne d'y accéder à leur insu.
Du côté du COS-LEPI, les choses bougent aussi et dans le bon sens, surtout pour ce qui est de la bonne tenue de ces consultations électorales. Et on est toujours avec les partis politiques qui veulent s'assurer de la crédibilité du travail d'appurement et d'actualisation de la liste électorale permanente et formatisée. Ils sont allés échanger avec les membres du COS-LEPI la semaine écoulée. Narcisse Alosser et Henri Gotti. Il s'agit d'une opération. Les élections municipales et communales du 17 mai prochain se dérouleront sans certains centres de vote connus par le passé. C'est l'une des informations portées ici à la connaissance de ces représentants des partis politiques. Et c'est une prescription des 2 lois votées en 2015 sur les unités administratives en République du Bénin. La 2015-01 et la loi portant sur la cartographie des centres de vote, donc la 2015-02. Ça n'avait pas trop joué sur les autres élections, mais cette fois-ci, comme c'est une élection de proximité où c'est l'unité administrative qui est concernée, il était nécessaire pour nous d'adapter le fichier électoral national à ça. Et en décidant d'adapter le fichier électoral à ces 2 lois, le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI fait face à certaines inquiétudes nées dans le rang des partis politiques. On est un peu perdu. Quand nous parlons des centres de vote ou des bureaux de vote, je ne suis pas informé de ce qu'on ait fermé le centre de vote ou qu'on ait transféré le centre de vote. On me reverse ailleurs. Comment je le sais? Est-ce que les dispositions, les mesures sont prises pour que nous ayons avec précision l'identification de ces centres de vote-là qui sont fermés et quels sont les centres de référence désormais de ces centres fermés-là, que nous qui sommes acteurs politiques sur le terrain, nous puissions commencer déjà à informer les militants. J'ai l'impression que vous mettez toujours la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas le jour des élections, ils vont aller à ce bureau de vote, on va leur dire non, ça a été transféré à tel autre bureau de vote, ainsi de suite. Donc il faut que ce soit tiré au clair pour qu'à l'évaluation, nous puissions dire, ah là, il y a eu effectivement des problèmes, c'est pourquoi tel centre s'est transformé en tel autre, ou déplacé d'un endroit à l'autre. Pour éviter tout déficit en communication, la structure qui est en charge l'exercice d'appurement et d'actualisation de la liste électorale dit avoir déjà pris toutes les dispositions. Depuis le 21 octobre qu'on a démarré cette phase d'actualisation, on a mis à disposition sur toute l'étendue du territoire national le dictionnaire des centres de vote conformément à la loi 2015. La nouvelle loi 2015, on a mis à disposition les dictionnaires de centres de vote qui précisent village par village les centres de vote reconnus au terme de la loi. Ni l'ANT ni le COS n'ont le droit de modifier, de créer un centre de vote. Nous, on n'en supprime pas et on n'en crée pas. Ce qu'on peut créer ici, c'est les postes de vote, puisque à l'intérieur d'un centre de vote, il peut y avoir plusieurs postes de vote. Si le nombre d'inscrits dépasse 500, on peut créer un nouveau à l'intérieur du centre de vote créé par la loi. Mais le centre de vote, ni l'ANT, ni le COS-LEPI n'ont habilité, n'ont le droit de modifier, de supprimer ou bien d'en créer. Parallèlement, la phase d'actualisation de la liste électorale se poursuit et prend fin ce dimanche à 18h. Et derrière, la deuxième phase de terrain pour le nouveau majeur démarre le lundi 24 février pour durer une semaine. La liste électorale, quant à elle, sera remise à la Commission électorale nationale autonome le 17 mars prochain, conformément aux dispositions de la loi. Les factures normalisées font toujours débat. Et pour apporter un peu plus de lumière aux patrons d'entreprises qui s'inquiètent et veulent comprendre, Nicolas Yanoussi, c'est le directeur général des impôts, était hier sur l'émission dominicale Grand Format. C'est clair, les entreprises concernées par la réforme sont celles dont le chiffre d'affaires atteint 50 millions de francs CFA ou plus, ou celles assujetties à la TVA. On va le suivre. En ce qui concerne les factures normalisées, je voudrais dire que c'est une réforme qui est bien accueillie par les entreprises. Les entreprises ne remettent pas en cause le bien fondé de la réforme puisqu'elles ont compris le sens et l'intérêt de cette réforme. La réforme vient obliger les entreprises à délivrer des factures et également aux consommateurs à réclamer les factures. Dans notre pays, nous n'avons pas la culture de réclamer la facture.
pour notre transaction, alors que c'est très important en droit. C'est la facture qui sert de preuve. J'aime bien à dire que les grands pays que nous imitons, dans ces pays-là, lorsque vous faites un achat, vous avez votre reçu. Plus tard, lorsque dans un certain délai, si vous exercez votre droit de rétractation, vous ne souhaitez plus avoir le bien ou le changer, vous pouvez vous présenter en magasin contre présentation du reçu pour procéder au changement de ce bien ou peut-être déposer le bien pour acquérir un autre. Sans le reçu, on ne peut pas tout faire. Donc, on a pendant longtemps manqué dans notre pays d'une législation claire sur la facturation. C'est le cas aujourd'hui. On va continuer par faire les efforts pour avoir ce que je disais tantôt, à savoir la protection du consommateur par la facture, de sorte que sur la base de sa facture, il peut revenir pour changer ou pour modifier ses achats. Donc ça, c'est un avantage indéniable. Ensuite, le fait de délivrer la facture améliore la gestion de l'entreprise, permet à l'entrepreneur peut-être de voyager, d'avoir plus confiance en ce qu'il met devant pour gérer ses entreprises et d'avoir un compte rendu fidèle. La réforme ne concerne que les personnes qui relèvent en fiscalité de ce que nous appelons le régime du réel, c'est-à-dire les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions ou les entreprises qui sont des assujettis redevables de la TVA. Pour l'instant, j'ai entendu dire que le vendeur de piment doit délivrer une facture normalisée. Donc, c'est des choses qui se disent donc pour plomber la réforme. Et c'est pour ça que nous avons le droit de clarifier et d'avancer. Pour l'instant, donc, les petites et moyennes, les TPS ne sont pas concernés ni par des problèmes de TVA, mais également en ce qui concerne la déduction des charges pour le calcul du résultat. On n'en est pas encore là, on est concentré sur la déduction de la TVA. Plus tard, on communiquera les informations utiles. Voilà pour les détails. On devrait dire merci à Teddy Goudalo qui a justement proposé cet extrait-là, justement. Teddy Goudalo, qu'on va retrouver à travers ce reportage sur les anciens stagiaires de l'agence japonaise de coopération internationale JICA Bénin qui se sont vus samedi dernier à Cotonou. Ils ont échangé au sujet des actions qu'ils ont menées ensemble au cours de l'année 2019, déjà achevée, pour mieux projeter celle qui a commencé depuis 2 mois déjà. Voici la présentation donc de ce reportage de Teddy Goudalo par Nassi Salosé. À cette assemblée générale annuelle des membres de l'amicale des anciens bénéficiaires de bourses japonaises, un bilan des actions menées au titre de l'année écoulée s'impose. Des activités entièrement soutenues par l'agence japonaise de coopération internationale JICA Bénin. Les actions des anciens stagiaires sont importantes. Ils sont capables d'adopter ce qu'ils ont appris de positif et d'adapter à la réalité de leur pays, devenant ainsi des acteurs clés de changement. C'est les cadres du Bénin qui ont eu l'opportunité, le privilège de voyager une fois sur le Japon sur un stage. Et disons que dans tous les secteurs de l'administration de notre pays, il y a eu des stagiaires. Donc chaque année, pour pouvoir mettre en application les acquis que nous avons ramenés du Japon, les acteurs proposent des activités dans chaque secteur. Et pour pouvoir réinvestir et impacter, n'est-ce pas, la vie de nos populations à la base. L'amicale des anciens bénéficiaires de bourses japonaises est essentiellement composée de personnes responsables qui interviennent dans plusieurs secteurs d'activité. Il s'agit de l'agriculture, la santé, l'éducation et bien d'autres secteurs. À ce rendez-vous, ils vont jeter les bases pour plus de visibilité à travers la conception d'autres projets. Pour le compte de l'année et pour laquelle nous nous réunissons cette année, nous avons mené près de 12 activités. Les formations, les visites de sites et beaucoup d'autres choses. Ces actions que nous entreprenons dans les différents secteurs ont un impact, n'est-ce pas, très positif sur la vie de nos populations à la base. Je voudrais profiter pour remercier l'amicale pour la collaboration
qui a été faite cette année avec les volontaires japonais à travers l'activité de formation au ju et au jué origami organisée à Arada et à Tofo. Cette activité a été hautement appréciée par nos volontaires japonais qui ont non seulement apprécié la formation, mais aussi cette collaboration avec 2AWG. L'Agence japonaise de coopération internationale JICA Bénin intervient dans 3 domaines prioritaires, à savoir l'aménagement des infrastructures, la promotion des industries et l'amélioration du cadre de vie de la population. Et à travers cette vision, elle compte déjà bon nombre de réalisations à son actif au profit de la population béninoise. Parlons de la recherche maintenant. Il y a un nouveau docteur en droit privé à l'université d'Abomey-Calavi. Son nom, Ismaël Anselme Sanoussi. Il a travaillé à concilier dans ses recherches ce qui se faisait concernant le vote de l'associé en droit WADA avant et après la réforme intervenue dans le secteur. C'était en 2014. Les membres du jury n'ont pu à la fin que saluer la qualité du travail et la pertinence du sujet choisi. Idriss Boukari et Elvis Tonoukoy. Donc, vous êtes fait docteur en droit, M. Sanoussi. Je vous remercie. Ismaël Anselme Sanoussi entre ainsi dans la cour des grands. Docteur en droit de l'université d'Abomey-Calavi, option droit privé. C'est la consécration de plusieurs années de recherche sous la direction du professeur Joseph Diogwenou. Une thèse de doctorat dont les grands axes ont été présentés à ce jury de haut niveau. Son sujet de recherche est intitulé « Le vote de l'associé en droit au WADA ». L'impétrant en quelques minutes a justifié le choix de son thème, la démarche méthodologique adoptée, les résultats obtenus, les difficultés et les perspectives. C'était une société d'État où j'avais connu des difficultés par rapport au vote. Mais avec l'avènement de la réforme qui est intervenue le 30 janvier 2014 au Burkina Faso, il y a eu forcément de nouvelles données qui ont été. Comment concilier ce qui se faisait? C'est voilà ce qui nous a inspiré à choisir le sujet. Parce qu'il fallait, j'étais la personne aux ressources en fait dans le dit conseil d'administration. Mais j'ai compris très tôt que mes connaissances étaient très limitées. Et il fallait tout de suite que moi-même, comme j'ai convié le législateur WADA à remettre son ouvrage sur le métier, moi-même, je dis, c'est un défi que je dois relever. Il faudrait que j'aille, par curiosité scientifique, je cherche à comprendre, à aller plus loin. Dans ce document de 366 pages, le candidat renseigne, grâce aux fruits de ses recherches, sur la nature juridique et le caractère facultatif du droit de vote. Les membres du jury ont apprécié la qualité de la thèse, avec de précieuses contributions pour améliorer le travail. Le sujet est d'actualité et d'un intérêt capital. D'abord, nous apprécions le courage du candidat, qui, comme chacun sait, puisqu'il a été présenté, est un magistrat en exercice et qui a quand même pris le temps, qui s'est investi vraiment pour réaliser un travail assez compliqué. Réfléchir sur le vote de l'associé dans une société. C'est pas, quand on le dit comme ça peut paraître banal, mais pour nous juristes, c'est quelque chose d'assez compliqué et il l'a fait. Donc pour nous, déjà le courage qu'il a mis à faire ce travail est à saluer. Ensuite, on a vu que vraiment il a rassemblé beaucoup d'informations et que son travail nous apporte énormément d'enseignements. Ismaël Anselme Sanoussi, désormais docteur en droit de l'université d'Abomey-Calavi, option droit privé, est né le 15 mai 1965 à Niamey au Niger. Il est actuellement conseiller près la cour d'appel de Cotonou. On va dire 2 mots de sport, le temps de passer à cet élément qui nous vient de Paraco sur la chasse à la battue. Des classes pour formation des officiels chargés de la transmission du virus du sport dans les établissements scolaires sont ouvertes samedi à Cotonou et à Abomey-Calavi. C'est sous la houlette de l'Office béninoise des sports scolaires et universitaires qui lançait ainsi son initiative Jeunes officiels. Ali Moumouni et Rachidi Soubéo. C'est la 3e édition des classes des jeunes officiels que vient de lancer l'Office béninois des sports scolaires et universitaires OBSU. Les cours se déroulent au Collège d'enseignement général de Hueyiro
pour les participants du littoral et au CGE1 de Calavi pour ceux de l'Atlantique. Cette initiative de l'OPSU à l'endroit des élèves vise à les préparer pour le terrain dès le jeune âge. Donc, mettez du sérieux. Nous allons créer les cadres, les encadrements différents qu'il vous faut pour un suivi de votre carrière afin que demain, nous ayons des jeunes, des arbitres de la trempe de Bonaventure Kofi Kodia. Qui de mieux pour prodiguer les meilleurs conseils aux jeunes bénéficiaires du projet. À la centaine de participants encadrés dans les secteurs de jeunes reporters sportifs, de jeunes coachs, de jeunes secouristes ainsi que de jeunes arbitres, l'ancien arbitre international béninois Bonaventure Kofi Kodia, actuellement directeur des sports d'élite au ministère des Sports, a rappelé le but du projet. Au niveau du foot, j'ai constaté qu'il y a assez de jeunes qui sont venus. Ils ont envie de devenir arbitres. Vous devez savoir qu'on ne peut pas pratiquer le football de haut niveau sans avoir de très grands arbitres. C'est à cause de ça que nous avions lancé ce projet. Donc je vous invite à suivre les cours. Et puisque nous comptons sur vous, nous sommes sûrs que demain, c'est vous qui allez relever le défi au niveau de l'arbitrage. Il est très important pour l'être, surtout actuellement avec le développement mondial, d'avoir toujours une seconde chance dans la vie. Et c'est ce que les gens disent, avoir une seconde corde à son arc. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon donne cette opportunité aujourd'hui aux jeunes de notre pays. Saisissez l'opportunité car ça vous servira dans la vie. Pour cette troisième édition, d'autres paramètres sont pris en compte, dont principalement le suivi de ces jeunes officiels. Ils seront insérés dans les organes spécialisés selon les secteurs de formation. Ça veut dire que après les formations que vous allez recevoir, vous aurez l'occasion d'aller vous exercer à des endroits donnés. Les jeunes arbitres iront vers l'ECRA, les jeunes journalistes iront vers l'UPMB, qui va les orienter vers les organes de presse. Les jeunes secouristes iront vers la Croix-Rouge, qui va également les orienter vers leurs antennes. Et les jeunes coachs seront à la charge de nos encadreurs sur le terrain. De plus, il est prévu pour juin prochain un voyage sur la France avec les meilleurs qui seront sélectionnés. Ceci pour leur permettre d'aller comparer leur savoir avec les jeunes officiels d'autres pays. Mais faut-il préciser qu'actuellement, environ seulement 5 pays, dont le Bénin, organisent ces classes de jeunes officiels dans le monde. Elle est une tradition dans le milieu bâtonneau, la saison sèche venue. Il s'agit de la chasse à la battue, entre solidarité, pratique culturelle, peut-être même culturelle. Des groupes de personnes de divers âges parcourent des kilomètres à la poursuite de gibier dans une ambiance presque folle. On danse, on crie, vous allez le voir, on chante, on alerte, on lance des projectiles même, on abat les animaux. Mais au-delà de tout cela, c'est surtout le sens de la solidarité qui frappe tout de suite les esprits pas très habitués de la chose, comme Lukumano Rucheou et Gomina Tumundagu, qui y ont pris part occasionnellement. Une vingtaine de kilomètres de la ville de Parakou, nous sommes à Kika, dans la commune de Tchaourou. C'est ici que se fait le rassemblement. D'un côté, les chasseurs qui sont fortement mobilisés, venus de partout, et de l'autre, les motos qui sont garées. D'ici partiront les chasseurs pour cette pratique traditionnelle de la chasse. Vous êtes là, comment ça se passe? La chasse va se passer très bien. Si Inch'Allah, on est en train déjà, à la grâce de Dieu, le roi même va arriver tout à l'heure. Et ce roi, le voilà. C'est lui, le chef des chasseurs traditionnels de Parakou. El Hadj Mamarouna, en concertation avec ses éléments, leur rappelle les règles et conduites à tenir une fois en brousse. Pour les problèmes qui se posent en brousse aujourd'hui, il y a certains qui volent les akanzours, les anakas des gens, pentacle de la maison, la coque, etc., etc. Parmi mes collègues, si quelqu'un a fait ce problème, donc on va le juger. Le respect de ces règles sur le terrain sont non négociables. Damasounon, le chef des chasseurs de Parakou, veille à ça. Et en dehors du rôle de médiateur qu'il joue en cas d'éclatement de dispute, c'est également lui qui coordonne et donne les couleurs de l'activité après un rituel qui a bien une explication. Arrivé à la salle sans ça, là, il aura des dégâts. On a fait ça contre les mauvais animaux. Par exemple, maintenant, même si
Il y a un lion qui était fâché dedans là, avec la tradition qu'on avait là. Il serait loin avec nous, soit il va se baisser, on va partir avant qu'il va se lever. Les mauvais esprits, on ne sait pas, parce que la brousse là c'est vaste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ça là qui nous protège, à la grâce de Dieu, et on fait ça là. Donc les mauvais esprits, même quand quelqu'un va aller rentrer sur ça, il va s'en sortir. Quelques pas de danse pour semer la bonne ambiance avant de s'éparpiller dans la brousse. Après ce bref protocole important, commence la véritable activité de chasse traditionnelle. On a doigté la main, on rentre comme ça. On va tourner vers la gauche. Vers la gauche, on va venir sortir. Tout est défini dans une organisation bien coordonnée. Voilà ce qu'on a tué tout à l'heure. Bourreau là, ça veut dire quoi? Bourreau là, de regrouper. Regroupement. Maintenant, à qui appartient ça? Celui qui a vu. Celui qui a vu est appelé Oura là. Maintenant, c'est la tête qui est pour nous les rois. Lorsqu'une proie poursuivie échappe à un groupe, des chasseurs émettent des cris langagiers qui ont leur signification connue des pratiquants. Ces cris d'alerte peuvent provenir du devant, du derrière, de la gauche ou encore de la droite, en fonction de la direction que prend l'animal. Et ceux qui se trouvent au point de chute de la proie se mettent en ordre de bataille. Munis de gourdins et de machettes, ils détectent facilement les gîtes d'animaux et les débusquent, mais le plus souvent avec l'aide de leurs compagnons, les chiens chasseurs. Les buissons sont visités. Les chasseurs éparpillés poursuivent la fouille sur une distance de près d'une trentaine de kilomètres, difficilement supportable pour les non-habitués. Après plusieurs heures de marche, sur une distance de plus de 20 km, la chasse se poursuit. Mais c'est sans compter avec la fatigue et même les animaux, compagnons d'hommes, ne sont pas épargnés. Partis du point de rassemblement, les chasseurs, après une distance donnée, changent de direction avant de prendre celle de la case de départ plusieurs heures plus tard. Et au sein de l'équipe, l'on remarque la présence permanente d'un tam-tam traditionnel qui a un rôle bien déterminé. Le tam-tam que vous voyez là, c'est un tam-tam traditionnel, pas comme les autres. Parce qu'ils ont fait ça à base de tradition. Le tam-tam là, c'est ça qui nous guide à la chasse. Même les zones difficilement accessibles sont parcourues. Alors que nous nous trouvons épuisés dans le marathon pédestre, les habitués de la chasse à la battue poursuivent leur marche dans une ambiance de gaieté soutenue par une forme de solidarité et de partage pour atténuer la faim et la soif, avec parfois l'accompagnement des propriétaires de fermes et des champs ou encore dans les campeules. Grâce à leur odorat et leur grande capacité de pourchasser les proies, les chiens sont mis à contribution. Mais pendant la traque, certains animaux ne sont pas à abattre, surtout depuis l'avènement de certaines épidémies telles que Ebola et Lassa. Et les chasseurs traditionnels en sont bien conscients. Nous sommes interpellés sur les eaux forêts, où ils nous ont sensibilisés par rapport aux animaux qui sont interdits de tuer, par rapport aux rats géants, etc., les chiens, etc., etc. Vous ne tuez pas Non, jamais. Jamais, c'est interdit. Du coup, la principale espèce animale de brousse la plus recherchée est le lièvre et aussi la perdrix. Après plus de 5 heures en brousse, les uns les autres regagnent le point de départ pour un rassemblement de revoir. Un marché de circonstances se crée où l'on vend du gari, de l'eau ou du jus de fruits bien prisé par les chasseurs à l'heure de la détente. C'est également le moment de faire le point de la moisson pour certains. J'ai l'habitude de venir, mais très souvent là, c'est les perdrix que je tue. Souvent, si je ne tue pas un perdrix, il arrive même des moments où je ne tue pas. Donc, je peux dire que c'est une fierté pour moi d'avoir tué ces 2 lapins là. Je vais amener pour ma famille, va manger. Si. Je pense aller assaisonner ça à la maison. Et assaisonner ça, déposer ça au niveau du grillage pendant un bon moment. Parce que j'ai encore de la viande à la maison. D'autres, par contre,
n'ont pu rien avoir comme gibier, mais ne regrettent pas leur venue sur le terrain de chasse. Même si on ne tire pas, il n'y a pas de regret, il n'y a pas du tout de regret. L'ambiance est vivable, l'ambiance est tout, ce que vous voyez, c'est ça, nous voulons. Ce n'est pas forcément la viande qu'on vient tuer. Sinon, comment tu vas comprendre, quitter Parakou pour Kika, ce n'est pas 1 litre d'essence. Et faire un aller-retour, quand tu prends l'argent, ça suffit déjà pour acheter la viande que tu es venu chercher. Du côté des organisateurs, l'heure est à la satisfaction pour la réussite de l'activité de la journée. On vous remercie aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est ici, à la case de départ, que s'arrête l'aventure de la chasse pour le compte de cette journée. La belle culture, Bartonou. On va dire merci à Lukuman Oroutio et Gobina Tumudagou pour ce reportage assez intéressant, même s'ils sont rentrés bredouille, comme vous l'aviez constaté. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. Je vous rappelle que j'y ai évoqué très rapidement les résultats de la présidentielle au Togo avec cette annonce de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui place le président sortant en tête donc, du scrutin avec plus de 72% des voix exprimées. Je vous ai parlé aussi des préparatifs des élections communales et municipales prochaines au Bénin avec justement ce qui se passe au COS-LEPI et à la Sénat, mais aussi et surtout sur le terrain avec ces grands mouvements des hommes politiques entre deux partis politiques. C'est donc la fin de ce 13h. Merci d'avoir été là. Ce fut un grand bonheur de vous l'avoir servi. Le prochain rendez-vous que je vous servirai, c'est demain à partir de 13h, mais en attendant, il y a d'autres rendez-vous de l'information. À 16h, par exemple, le bulletin de l'information. À 22h30, pardon, la dernière édition de l'information de la journée. D'ici là, vous portez très bien, vous passez un bel après-midi et surtout un très bon appétit.